sans transition, on accueille donc le professeur Dominique Salmon, qui va nous parler du Covid long, sur lequel elle a beaucoup travaillé au cours des derniers mois et sur lequel il y a encore certainement beaucoup de choses à découvrir. Donc Dominique, à toi la parole. Merci beaucoup Pierre. Bonjour à tous, bonjour à tous les participants en distanciel. On pense bien à vous. Donc je vais vous parler aujourd'hui des symptômes prolongés de la Covid que les patients ont appelé eux-mêmes Covid long. Donc il y a encore beaucoup d'inconnus et je reconnais que ce topo il peut être complètement différent si on était amené à le faire dans quelques mois. En fait, toujours est-il que les patients, après la première vague dans les pays occidentaux surtout, en France mais aussi aux États-Unis, en Angleterre, dans d'autres pays d'Europe, nous ont recontactés pour nous dire qu'ils avaient des symptômes prolongés. Donc on a commencé à réfléchir sur ces symptômes prolongés et à essayer d'en avoir une définition préliminaire. Donc pour l'OMS, pour le NICE, pour aussi la Haute Autorité de Santé, les symptômes prolongés de la Covid, ils diffèrent des complications post-hospitalisation. Ça correspond à des symptômes qui persistent ou qui reviennent plus d'un mois après un épisode de Covid. C'est souvent des mêmes symptômes qui persistent, mais il peut y avoir de nouveaux symptômes. Que la Covid ait été confirmée ou probable, parce qu'il y a quand même des critères de Covid. Si c'est probable, il faut qu'il y ait eu 3 signes majeurs en période épidémique. Sans autre explication, bien sûr, parce qu'on trouve des patients qui, on vient d'en parler, décompensent leur diabète, leur thyroïde, etc. après une Covid. Et on se rend compte que ça touche une majorité de femmes. La moyenne, c'est plutôt 45 ans, qui ont fait un Covid modéré. Mais vous verrez, il y a des papiers qui sortent qui montrent que c'est surtout des gens qui ont fait quand même des Covid très symptomatiques. Ça touche à peu près 10% des symptômes à 3 mois. Et c'est donc théoriquement assez différent de ce qu'il y a sur la droite, qui sont les patients qui ont fait un séjour en réanimation, dont on sait que 70% vont garder des symptômes, mais qui sont plus des séquelles de l'infection grave au niveau pulmonaire avec une inflammation persistante, des fois des fibroses, réduction de la capacité respiratoire, cardiaque, qui peuvent avoir fait une myocardite avec des insuffisances cardiaques, IDM, des conditionnements physiques ou des symptômes neurologiques. Et là, les patients ont c'est plutôt des hommes, plutôt 61 ans. Bon, c'est à différencier aussi des PICS, des syndromes post-réanimation multisystémiques, et puis à différencier de patients qui croient avoir fait un Covid et avoir un Covid long, mais qui ont tout à fait autre chose. Je ne sais pas si, est-ce que c'est gênant? Oui, d'accord. Donc, du point de vue statistique et prévalence, c'est extrêmement varié. Il y a beaucoup de statistiques, mais qui portent sur peu de sujets. Donc, ce n'est pas encore très précis. Je vais vous en montrer deux. C'est l'Office national des statistiques au Royaume-Uni qui a surveillé 20 000 patients qui avaient un test positif de Covid pour leur demander s'ils avaient encore des symptômes. Et vous voyez qu'à 5 semaines, dans cette série anglaise, il y a 20% des patients qui ont au moins un symptôme et ça va jusqu'à 10% à 6 mois. Donc ça veut pas, tous ne sont pas forcément sévères. Il peut y avoir des gens qui ont juste une asthénie, d'autres juste une anosmie. Et certains qui sont sévères, c'est eux qui vont venir nous voir. Ah. Alors c'est dans la salle qu'on a une petite pause technique, là, le temps de faire revenir les diapos. J'espère que les gens à distance sont toujours connectés. Je redis que tout va être disponible en replay à la suite pour ceux qui auront eu des interruptions. Dominique, on te rend la parole. Donc, vous voyez une autre étude qui a été faite en Suède chez des soignants qui devaient déclarer leurs symptômes via une application online entre avril 2020 et janvier 2021. Et vous voyez à gauche que 23% des patients avaient des symptômes plus de 2 mois après, et plus de 8 mois après, encore 15%. Et que ces symptômes sur la droite avaient un impact chez les patients. Alors, ce qui est intéressant de cette étude, c'est qu'il y a une forte différence entre les séropositifs et les séronégatifs. Donc on voit que ce n'est pas dans la tête des patients que ça se passe. Vraiment, chez les séropositifs, ils persistent, les soignants, plus de symptômes que chez les séronégatifs. Séronégatifs, soit ils n'ont pas fait le Covid, soit ils ont pu le faire sans développer d'anticorps.
Et on voit qu'il y a un impact important à la fois sur la vie professionnelle, sociale et familiale. Alors, chez les sujets hospitalisés, on dit qu'ils ont des séquelles, mais eux aussi ont des symptômes prolongés. Vous voyez, ça c'est la cohorte French Covid. En bleu, c'est les symptômes lors de l'admission à l'hôpital. Et en rouge, c'est ceux à 6 mois. Donc on voit qu'il y a une diminution des symptômes, mais qui reste quand même chez les hospitalisés une fatigue, une dyspnée, des douleurs articulaires. Donc en fait, ces Covid, ces formes prolongées, je pense qu'elles peuvent toucher tous les patients, hospitalisés ou non, mais comme il n'y a que 10% d'hospitalisés, on se retrouve dans les consultations post-Covid avec beaucoup de non-hospitalisés. Donc dans notre hôpital, qui est un hôpital ambulatoire maintenant à l'Hôtel-Dieu, on a instauré depuis mai 2020 une consultation post-Covid dans laquelle on a maintenant 400 patients suivis. Donc c'est des gens qui viennent avec des symptômes. Hein. Donc on décrit leurs symptômes et vous voyez que chez 70% d'entre eux, ce qui prédomine comme symptômes, c'est des signes neurologiques, je vais revenir dessus, une asthénie et des signes cardiothoraciques. Chez 25 à 30%, c'est les 3 colonnes d'après, c'est des signes anosmie, dysgeusie, qui soit persistent, soit reviennent, ont disparu et reviennent, des myalgies, arthralgies, des signes digestifs, je vais revenir aussi dessus. D'autres signes ORL, comme des acouphènes, quelquefois des surdités, des choses comme ça, des signes cutanés et vasculaires, et des signes ophtalmologiques chez presque 9% des sujets. Donc je ne reviendrai peut-être pas sur les anosmies, dysgeusie, parce qu'on les connaît déjà bien de la phase aiguë, simplement pour vous dire que quand on fait des IRM du bulbe olfactif, chez ces patients, on voit quelquefois encore des inflammations du bulbe olfactif. Et myalgie, arthralgie, je ne reviendrai pas trop dessus non plus, pour vous dire que quelquefois les CPK sont élevés. On ne sait pas trop à quoi c'est dû, ces myalgie, arthralgie. Il y a eu quelques biopsies de fait qui montrent des micro-inflammations et quelquefois aussi on voit des cryoglobulines, un peu comme l'hépatite C. Je vais revenir sur quelques autres symptômes. Donc le signe prédominant, c'est la fatigue. Souvent, elle est initialement majeure chez les patients, ça peut confiner à l'épuisement. C'est déclenché par des efforts qui sont autrefois bien tolérés, physiques, par exemple, prendre une douche, les patients n'arrivent plus à prendre leur douche. Intellectuel, par exemple, suivre une conférence en Zoom pendant plus de 2 heures, ils sont vraiment KO. Et quelquefois, ça survient de façon différée, ils font des efforts, ils ont envie de se rééduquer, et 1 jour ou 2 jours après, ils le payent. C'est associé quelquefois à d'autres symptômes. Ils peuvent avoir aussi des myalgies, d'un brouillard cérébral qui apparaît. Et ça s'améliore. Ils sont obligés de s'allonger avec le repos, le sommeil, ça s'améliore. Et avec le temps, ça s'améliore pas mal. Hein. Donc on va les explorer comme une fatigue habituelle. Et ce qui est important, c'est que chaque patient doit identifier le seuil d'effort au-delà duquel il va faire ses accès de fatigue. Et qu'il soit toujours en deçà. Donc on incite les patients à continuer à faire à être actifs, à faire des efforts pour ne pas se déconditionner, mais en allant toujours en deçà pour maintenir leur seuil d'énergie. Du point de vue neurologique, ce qui est très frappant, c'est que les signes principaux sont des troubles neurocognitifs. C'est des patients qui ont des troubles de concentration, de l'attention, des troubles de la mémoire immédiate. Par exemple, ils ont des manques du mot, et ils appellent les pommes des tomates, ils se trompent dans les prénoms de leurs enfants, ils oublient leurs clés. Et c'est vraiment, quand on fait des bilans neuropsychologiques, c'est essentiellement un trouble attentionnel qu'on voit. Des céphalées tensives, quelquefois très très dures à gérer. Des troubles sensitifs très bizarres aussi, des fourmillements sur tout le corps, des brûlures, des douleurs neurogènes, des vertiges, des troubles de l'équilibre, des troubles du sommeil. L'équipe de sommeil de l'Hôtel-Dieu est en train d'étudier ces patients et ils ont un sommeil très perturbé avec des réveils toutes les heures et des rêves beaucoup trop réalistes pour leur permettre d'avoir un sommeil profond. Des troubles thymiques qui sont assez irritables et ils voient leur caractère changer. Quelquefois des troubles de déglutition ou du langage et des variations thermiques. Ils ont des frissons, ils ont tout le temps froid par exemple. Alors quand on fait des explorations IRM, c'est très peu contributif. On peut voir des signaux flares punctiformes et surtout ça nous permet d'éliminer un méningiome ou quelque chose comme ça, c'est utile à faire. EMG, ça sert quasiment à rien. Les EEG, ça sert pratiquement à rien. Il faut aller vers des explorations plus poussées
Et pour l'instant, ce qui est assez contributif, c'est de faire des bilans neuropsychologiques qui va authentifier éventuellement un trouble de l'attention ou un syndrome dysexécutif et pouvoir faire prescrire au patient une orthophonie, une rééducation en orthophonie. Et puis le TEP scanner, qui est encore un examen de recherche, mais qui quand même a fait l'objet de plusieurs publications, notamment par le professeur Gedge de Marseille, et donc qui montre, vous voyez ici, on injecte du glucose radioactif, 18 FDG, et on regarde le métabolisme cérébral. Donc quand c'est bien métabolique, ça peut être en jaune, et quand c'est en hypométabolisme, c'est plutôt en rouge. Et on voit donc ces zones en hypométabolisme au niveau du cerveau profond, notamment du pont, des zones olfactives, du cervelet, des amygdales, des hippocampes. Et c'est souvent assez corrélé avec les troubles. Par exemple, des gens qui disent j'ai un trouble de mémoire, on peut trouver un hypométabolisme des hippocampes. Ou des vertiges, on va trouver par exemple dans le cervelet. On ne sait pas si ces troubles vont diminuer ou non avec le temps. Dans cette étude, il y avait plutôt une diminution à 6 mois, et dans d'autres études, c'est quelque chose qui est fixé. Donc on ne connaît pas non plus encore la physiopathologie. Est-ce qu'il y a, je vais en reparler un petit peu après. Est-ce qu'il y a eu une inflammation et après un hypométabolisme séquelaire? Ça, c'est vraiment une question préoccupante. Alors on passe maintenant aux signes pulmonaires et cardiaques. Donc toujours chez 70% des patients, on voit au moins un de ces troubles. Le principal, c'est la dyspnée. C'est des dyspnées d'effort. Quelquefois, les patients ils disent « je suis comme un poisson sorti de l'eau, j'arrive plus à respirer, à prendre mon souffle ». Et en fait, c'est dû à un syndrome d'hyperventilation. C'est une désynchronisation des muscles respiratoires. Ils ont une contraction diaphragmatique. Leurs muscles principaux ne fonctionnent pas et ils fonctionnent avec leurs muscles accessoires et le sternocléidomastoïdien. Donc ça, c'est une bonne chose parce que ça se dépiste assez facilement par un score qui s'appelle le score de Nijmegen. Et ça se rééduque. On arrive à faire une rééducation respiratoire. En une quinzaine de séances, les patients apprennent à refaire marcher leur diaphragme, etc. Bon, il faut quand même se méfier. Des fois, c'est pas ça. On tombe sur des micro-embolies pulmonaires tardives, un asthme ou BPCO, etc. Donc, il faut quand même faire le bilan pulmonaire habituel. Ensuite, on a des douleurs thoraciques, des toux, des palpitations qui sont souvent dues à des douleurs chondrocostales, des contractures des muscles inspiratoires, quelquefois qui sont dues à des douleurs viscérales autres, non cardiologiques. Mais il faut se méfier parce que dans de rares cas, dans notre série, il y a à peu près 10 patients chez lesquels on a trouvé une myocardite ou une péricardite au cours du Covid long. Donc si c'est des gens qu'on met en programme de réhabilitation par le sport, c'est complètement contre-indiqué. Donc quand les examens courants ne montrent pas quelque chose d'évident, que le patient continue à avoir des douleurs thoraciques, des palpitations, ben, il faut quelquefois aller jusqu'à l'IRM pour voir si on n'a pas une myocardite. Et ça, on ne sait pas si c'est des myocardites qui existaient au Covid court et qui se prolongent au Covid long, ou si c'est des myocardites de novo. Je pense qu'il doit y avoir les deux, parce qu'il y a certains patients qui reprennent leur travail et qui sont arrêtés à nouveau par ces signes cliniques. Je vois là, alors un petit mot aussi sur les signes digestifs assez fréquents. Ça aussi, c'est quand même encore mystérieux. À peu près 20% des patients des troubles digestifs sont surtout des diarrhées, plutôt motrices, avec des douleurs abdominales sans fièvre. Hein. Il y a des douleurs abdominales qui sont provoquées par les repas, quelquefois, des nausées, vomissements, des gastrites, des reflux, des sensations très bizarres aussi de satiété, avec quelquefois difficultés de déglutition qui nous font penser à des gastroparésies, des constipations, des ballonnements. Donc les hypothèses pour ce... Donc quand on fait des copros, examens parasito, fibro, tout ça, on voit pas grand-chose sauf des reflux, des œsophagites et des gastrites. Donc les hypothèses, c'est soit qu'il y ait une atteinte du système nerveux autonome, et ça c'est vrai que ces sensations de satiété, tout ça, les gastroparésies font penser à ça, soit qu'il y ait une inflammation du tube digestif avec une sécrétion mastocytaire, et certains collègues donnent des anti-allergiques du type famotidine qui sont parfois efficaces. Et puis il y a l'hypothèse aussi de la persistance virale, on va en reparler. Et enfin, je finirai par ces signes-là. Enfin, parmi les signes, il y en a qui sont vraiment très déconcertants, notamment les signes cutanés. On est quand même à 6 mois du Covid, et brutalement, les sujets vont faire
Des signes cutanés comme ça, inflammation le long des trajets veineux, passage de vasodilatation, inflammation, vasorétraction, ça c'est le même patient qui a pris ces photos à quelques heures d'intervalle, des acrocyanoses, des prurites, des eczémas, gonflement de la langue, enfin des signes cutanés très très bizarres. Donc voilà pour la description. En ce qui concerne, donc ça, nous on a essayé de décrire les symptômes en les réorganisant par organe, mais les patients aussi ont beaucoup d'observatoires où ils décrivent leurs symptômes. Il y a au moins 200 symptômes. Là, c'est juste un essai de réorganisation. En ce qui concerne le suivi, on a une évolution quand même vers l'amélioration. Là, vous voyez un suivi à 1 an de nos patients qui montre que 80% s'améliorent. Donc, soit s'améliore vraiment beaucoup, 38%, soit un peu, 40%. On n'a encore que 3% des patients qui se cotent à 10 sur 10 par rapport à leur état d'avant Covid. Et on a 20% des patients qui ne vont pas mieux ou moins bien, mais on n'a pas eu de patients réanimatoires. On a eu des hospitalisations pour EP, des choses comme ça, mais pas de décès, sauf malheureusement de suicide. Parce qu'il y a des gens qui supportent plus de voir leur état et on commence à voir ça. Donc c'est quand même encourageant déjà de leur donner ces données globales. Alors vous voyez que c'est un tableau très bizarre, ça peut éventuellement nous faire penser à certains autres tableaux post-infectieux, mais de façon quand même beaucoup plus sévère et touchant en même temps comme ça des milliers de patients. Donc il y a beaucoup de questions de recherche sur la prévalence, les facteurs de risque, l'évolution à long terme, beaucoup de recherche à faire aussi sur les mécanismes. Est-ce que le virus persiste? Est-ce que c'est plutôt des gens qui ont un déficit immunitaire, qui n'arrivent pas à faire une réponse innée ou adaptative correcte contre le virus? Est-ce qu'ils ont au contraire une activation immune, notamment mastocytaire? Est-ce qu'il y a aussi un côté psy? Est-ce que ce ne serait pas des troubles fonctionnels? Est-ce que les gens s'enquisteraient pas dans leurs symptômes? Est-ce qu'il ne faut pas au contraire les booster pour qu'ils repartent? Beaucoup de questions aussi sur les approches thérapeutiques à proposer en fonction des symptômes. Donc, je vais vous montrer qu'on a des choses, mais pour moi, ce serait, si on avait un antiviral, ça nous réglerait le problème. Et puis, quel est l'impact sur la qualité de vie, la vie affective, professionnelle? On a de plus en plus de patients qui ont des arrêts de travail prolongés et qui font des demandes de reconnaissance en maladie professionnelle. C'est vraiment difficile, en plus, si le Covid n'est pas prouvé initialement. Et voilà, ça va poser des problèmes à la société. Alors, en ce qui concerne les questions d'épidémio, déjà, vous voyez, il commence à y avoir quelques études sur les facteurs associés au risque de développer des Covid longs. Ça, c'est une étude des Allemands, de Bonn, vraiment intéressante, où ils ont donc comparé des patients qui développent pas de Covid long, et on montre que le sexe féminin est associé au Covid long, le nombre de symptômes, c'est-à-dire les gens qui vont faire à la fois tout, dyspnée, diarrhée, céphalée, vertige au Covid court ont beaucoup plus de chances d'aller vers le Covid long. La diarrhée, c'est en univarié. Et un truc vraiment intéressant, c'est le taux d'anticorps anti-SARS. C'est-à-dire que par rapport à la référence qui est un taux d'anticorps supérieur à 4, je ne sais pas quel test, ceux qui ont moins d'anticorps, ou vraiment très peu, ont un risque plus élevé de faire un Covid long. Alors qu'on a tendance à dire, vous n'avez pas d'anticorps, vous n'avez pas fait le Covid. Donc ça remet vraiment en question les choses. Deuxième piste de recherche, c'est sur la persistance virale. Donc comme vous l'a dit tout à l'heure Benoît Vissot, la persistance du virus plus de 3 mois après l'infection a déjà été montrée chez des patients hospitalisés. Et j'ai fait un petit peu de revue de la littérature. Et on se rend compte que cette persistance, elle peut aller quand même très loin, 250 jours. Et ça touche surtout des sujets immunodéprimés qui ont un déficit de l'immunité B. Et hypogamma, lymphome, leucémia, etc. C'est en général dans le tractus respiratoire. Et ce qui est intéressant, c'est que dans une des séries, ils ont cultivé le virus. C'est un virus qui poussait, quoi. Parce que... Donc la nouveauté, c'est que chez les sujets immunocompétents atteints de Covid long, quelques études maintenant sont sorties, dont une faite avec Pasteur, qui montre que ces patients, si on va chercher le virus pas dans le tractus respiratoire, mais dans les fentes olfactives, avec des mini-brossages, c'est des mini-brosses un peu comme quand on fait les brossages cervico-vaginaux, eh ben, on va trouver de l'ARN viral qui persiste longtemps après. Vous voyez, ça fait jusqu'à 6 mois après. Les Chinois, qui n'en avaient pas du tout parlé, premier papier où ils montrent aussi
la persistance virale chez des immunocompétents. Et puis, il y a une étude aussi qui vient de sortir de Bruce Patterson qui a montré cette fois-ci des protéines virales qui persisteraient dans les monocytes. Donc, c'est une hypothèse qui n'est peut-être pas chez tout le monde, mais qui est vraiment à investiguer. Ça ne règle pas tout, parce que si le virus de l'ARN viral persiste, où est-ce qu'il persiste? On ne sait pas pour l'instant. Une jolie hypothèse, là, qui est illustrée par cette photo, fait l'hypothèse que le virus persisterait chez certains sujets dans les cellules endothéliales au soutien et de temps en temps se répliquerait et entraînerait une inflammation endothéliale au niveau des microcapillaires avec peut-être de la fibrine, des thrombis, de plaquettes, et c'est ça qui entraînerait ces brutales impressions de brouillard cérébral et de fatigue cérébrale. Voilà, mais bon, ça ne règle pas tout, c'est pas sûr. Et puis même si ça persiste, quelles sont les causes de cette persistance, hein? Oui, alors juste avant de passer aux causes de cette persistance, en fait, l'idée maintenant, ça serait peut-être que chez des sujets prédisposés qui ont une dérégulation immune, ça ne veut pas dire qu'ils n'en ont pas, mais en tout cas, elle n'est pas focalisée sur anticorps neutralisants, cellules tueuses, comme on l'a vu, mais elle va un petit peu dans le sens auto-inflammation. Le virus passerait peut-être du bulbe olfactif derrière, vers le bulbe cérébral, et entraînerait tout un tas de dysfonctions. Donc, du point de vue neuroinflammation, ce serait une activation de la microglie, des astrocytes, etc., et peut-être des micro-occlusions vasculaires. Et du point de vue clinique, quand on regarde toutes les fonctions du tronc cérébral, on retrouve en fait les signes de nos patients. Des signes cognitifs, insomnie, anxiété, dépression. Il y a certaines zones du tronc cérébral qui sont très impliquées là-dedans. Les signes digestifs avec tout le pneumogastrique et tous les noyaux qui sont responsables du système nerveux autonome. La dyspnée, la toux et tachycardie complètement erratique. Le goût métallique. Voilà, donc les neurologues de la Pitié travaillent beaucoup là-dessus, sont assez inquiets en se disant mais qu'est-ce que ça va donner plus tard ces patients qui ont des atteintes du tronc cérébral. Alors en ce qui concerne l'immunité, on n'est pas très avancé encore, donc les hypothèses ce serait qu'il pourrait y avoir suite au virus sur un terrain génétique particulier, donc une inflammation ou une réponse mastocytaire ou auto-immune. Ça pourrait être aussi une stimulation par la persistance de l'ARN viral. Ça pourrait être au contraire que les cellules CD4 sont de faible amplitude. Et puis, il y a des tas d'études qui débutent, mais il faut des nombres de sujets majeurs, plusieurs milliers, sur les facteurs génétiques, les facteurs hormonaux. Pourquoi ça touche la femme plutôt que l'homme? Et c'est la femme en période de menstruation, quoi. Donc, c'est quand même, peut-être, il y a des facteurs hormonaux. Et puis, il y a sûrement des troubles psychologiques ou fonctionnels qui sont associés. En tout cas, l'impact est très important. Alors pour l'immuno, je ne peux pas vous montrer encore de grandes études parce qu'on n'en a pas. Alors qu'il y en a plusieurs qui sont financées. Il y en a une petite qui n'est pas terrible parce qu'il n'y a pas vraiment de groupe témoin où ils ont étudié 30 patients consécutifs qui avaient des troubles persistants associés à la Covid avec 4 tests sérologiques, ELISpot interféron gamma, et recherche de cytokines et de mesures de l'interféron. Donc, en ce qui concerne les cytokines, mesures de l'interféron, ils n'ont rien trouvé. Par contre, vous voyez, ce qu'ils ont trouvé, c'est qu'il n'y a que 50% des gens qui ont des réponses T spécifiques. Et c'est chez ces gens-là qu'on trouve aussi des anticorps. Donc, il semblerait qu'au moins chez une partie de ces Covid longs, mais il faut être sûr que c'est bien les Covid longs, il puisse y avoir un déficit cellulaire. Alors, les patients nous ont vraiment demandé d'essayer de réhabiliter ceux qui avaient une infection Covid non documentée. Donc, pour faire ça, on a séparé dans les patients qu'on a vus ceux qui avaient une infection documentée, c'est-à-dire PCR+, sérologie+, ou anosmie, de ceux qui avaient une infection non documentée, mais qui était quand même reconnue par l'OMS et l'HAS, c'est-à-dire au moins 3 signes parmi la liste que vous voyez dans le tableau de gauche. Et vous voyez qu'entre les documentés en rouge et les non documentés en bleu, ben finalement, le profil est assez similaire, hein. Il y a même, semble-t-il, c'est bizarre, un peu plus de troubles cardiothoraciques, neurologiques et digestifs et vertiges chez les non documentés. Donc, ça va. Ça veut dire que, bon, les non documentés, il y en a certainement une grande partie
qui viennent pour des symptômes prolongés et qui ont des symptômes prolongés. Mais il faut quand même se méfier, parce que j'ai été vraiment impressionnée par cette étude qui a été faite à Bichat. Le dernier signataire, c'est justement Benoît Vissot, qui a montré qu'au cours de la première vague, il y avait d'autres virus qui avaient circulé. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont, tous les patients hospitalisés pendant la première vague à Bichat, ils ont testé pour le SARS-CoV-2 s'ils avaient des symptômes respiratoires. Et sur 3768 patients, ils ont trouvé 21% qui étaient SARS-CoV-2 positifs et 20% qui avaient d'autres virus respiratoires. Et parmi ces virus, parmi ceux qui avaient un SARS-CoV-2, il y avait 6% qui avaient une co-infection virale. Ils ont comparé âge, symptômes, etc. dans ces deux groupes de patients, SARS-CoV-2 plus et SARS-CoV-2 plus co-infection virale, et ils ont trouvé à peu près la même chose comme symptômes. Donc vous voyez, on dit qu'en période épidémique, tout est dû au SARS-CoV-2, mais il y a quand même, il persiste quand même quelques virus, ça peut être d'autres coronavirus, des para-influencés, des rhinovirus, c'est surtout les rhinovirus qui circulaient chez nous pendant cette période. Donc c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Il ne faut pas rejeter les patients, mais d'un autre côté, il faut aussi se dire qu'il y en a certains qui ont peut-être eu autre chose. Je vais vous parler un petit peu pour finir de la réponse rapide de l'HAS, qui a été publiée en 2021, qui avait pour but, dans l'urgence, de donner aux médecins des outils pour prendre en charge les patients en premier recours et savoir quand les orienter vers les spécialistes. Parce que les quelques services qui faisaient des consultations post-Covid étaient complètement débordés avec des listes d'attente de 100 patients. Et donc, il y a des choses finalement simples à faire. Donc, ce document, il est disponible sur le site de l'HAS en français, en anglais. Il est réactualisé régulièrement. Et il y a des fiches techniques par symptôme. Si, par exemple, vous avez un patient qui a une anosmie, vous pouvez directement sortir la fiche, lui donner pour lui expliquer la rééducation olfactive à faire. Donc, globalement, les messages, c'est que la prise en charge doit être globale. Il faut éviter de morceler en envoyant les patients trop aux spécialistes avant d'avoir fait un bilan complet. Et que la majorité des patients peuvent être pris en charge en soins primaires, en accompagnant la personne, en lui expliquant ce qui se passe et en lui expliquant qu'il faut s'autogérer comme dans toutes les maladies chroniques. Donc, au départ, l'exploration clinique, elle va faire décrire les symptômes, les facteurs déclenchants. Voilà, ça, souvent les gens, ça les éclaire énormément de voir quels sont les facteurs déclenchants, pouvoir éliminer déjà ça, éliminer une complication. Par exemple, dans notre file active, on a des maladies de Hodgkin, heureusement, on a eu des méningiomes, on a eu tout un tas de patients qui avaient autre chose. Rechercher, alors l'examen est un petit peu détaillé parce qu'il faut rechercher une hypotension orthostatique, la SAO2, au repos, à l'effort, faire remplir des scores comme le NIJ-MEGEN, etc. Donc, quelquefois, c'est un peu long en médecine de ville, mais c'est tout à fait faisable. Et le bilan est vraiment parcimonieux. Au début, on faisait des gros bilans. Maintenant, c'est quand même très limité en s'aidant d'échelle. Et du coup, une fois que cette phase est faite, il y a toute une liste de diagnostics, là à droite, qu'on peut porter, pour lesquels on ne va pas avoir de traitement étiologique, mais au moins des traitements symptomatiques. Par exemple, syndrome d'hyperventilation, rééducation respiratoire, hyperréactivité bronchique, antiasthmatique, douleur intercostale, péricardite, myocardite, tachycardie sinusale, le POTS, on l'envoie au cardio qui va les traiter. Troubles dysexécutifs, tout ça, c'est plus difficile, mais enfin, vous avez vu, on en a parlé. Digestif, on en a parlé aussi, c'est des fois des famotidines, des antalgiques, voilà. Et puis la perte de, voilà, l'aspect psychologique est important. J'ai remarqué que souvent, quelquefois, même les antidépresseurs de type IRNS marchent, même si la personne n'est pas déprimée, mais je me demande si ça ne joue pas aussi au niveau des neuromédiateurs centraux. Voilà, donc en gros, la prise en charge thérapeutique, elle repose sur ces 4 piliers. Pilier 1, c'est les traitements symptomatiques en fonction des diagnostics qu'on a portés. Pilier 2, c'est délivrer toute l'information au patient pour lui apprendre à s'autogérer, connaître les situations qui déclenchent les symptômes et les éviter, mais poursuivre quand même l'activité physique. Pilier 3, ça c'est très important, c'est la rééducation, c'est une place centrale, tout niveau, hein, respiratoire, olfactive, orthophonique, et une fois que les patients sont mieux, rééducation par le sport. On a plusieurs services de sport qui se mettent à faire la rééducation de ces patients. Et
en fait, je me demande si, même s'il y a une atteinte du tronc cérébral, il y a d'autres relais au niveau du cerveau qui se remettent en branle et qui peuvent peut-être compenser. En tout cas, ça marche vraiment bien. Et puis, la prise en charge psychologique des troubles anxieux, dépressifs, fonctionnels, à dépister systématiquement et à traiter. Alors, voilà, c'est ce tableau-là qu'on a fait, qui sera peut-être complètement modifié dans quelques mois en fonction des études qui vont être faites et des traitements qui vont être testés. Et en cas de deuxième, troisième ligne, un recours doit être possible. Et en France, on n'a pas encore ça, vers des structures multidisciplinaires spécialisées. C'est-à-dire que ce n'est pas d'emblée aller dans le service post-Covid, mais il faudrait qu'en France, sur les territoires, il puisse y avoir des spécialistes gastro, par exemple cardio, pneumo et un rééducateur qui puisse être disponible pour ces patients. Et puis quelques centres spécialisés qui s'appuieront sur des services de médecine du sport et des médecins qui ont une expertise dans cette prise en charge. Donc on arrive à la conclusion. Donc le Covid, c'est une entité maintenant qui est prouvée, qui est reconnue par l'OMS, qui semble différente des séquelles observées chez les patients hospitalisés, mais qui fait fortement penser quand même à d'autres syndromes post-infectieux qu'on a connus, mais en plus grave quand même. C'est des symptômes souvent très variés, invalidants, durables, qui s'améliorent avec le temps, mais malheureusement de façon très lente et fluctuante. Les patients en souffrent énormément. Ils sont en errance médicale fréquente, il y a une longue liste d'attente. Donc, construire un parcours de soins adapté chez ces patients est important et faire de la recherche aussi. Donc, pendant plusieurs mois, l'Angleterre a été très, très active. Il faut aussi impliquer les patients dans cette recherche. Et maintenant, la France aussi bouge là-dessus pour répondre aux questions d'épidémiologie. L'impact des variants. Par exemple, nous, on a observé beaucoup de Covid long après la première vague, quand les patients avaient une charge virale très forte, aucun anticorps. Peut-être qu'ici, en Tunisie, vous avez déjà eu 2 vagues. Je ne sais pas, ça va peut-être être différent, on pourra en parler. Et peut-être que les variants ne font pas la même chose. L'enfant aussi. Jusqu'à présent, on disait que ça n'existait pas chez l'enfant. En fait, il y a vraiment des Covid longs aussi pédiatriques qui se manifestent par des enfants qui ne suivent plus à l'école. La physiopathe, on l'a vu, le traitement, l'impact des vaccins, et puis l'impact sur le long terme. Merci. Merci beaucoup Dominique, c'était complet et clair. Alors on a reçu des questions qu'on ne voit plus là, mais on a eu le temps de les voir. Il y avait une question pour savoir, est-ce que le Covid long a un impact sur l'immunité post-vaccinale? Est-ce que les gens répondent moins bien au vaccin? Non, en fait, ils répondent bien. Et notamment ceux qui ont une sérologie négative, qui sont Covid long avec sérologie négative, acquièrent tous les anticorps. Alors, on n'a pas comparé les titres. Et le vaccin chez les Covid longs, ça donne des réactions un peu paradoxales. Dans l'immédiat, ils peuvent avoir une réactivation de leurs symptômes. Disons à peu près 30% des patients vont avoir pendant 15 jours, quelquefois, une poussée de dyspnée, d'anosmie, fièvre. Et après, un certain pourcentage, c'est pas précis selon les articles, 20-30% s'améliore. Oui. Merci Dominique. Juste une question, les poussées d'anosmie et choses comme ça post-vaccin, c'est pour des patients qu'on estime être Covid long après la première vague. Parce que moi il me semble qu'il y a de plus en plus de données pour dire que l'anosmie elle est liée à la mutation D614G. Et du coup c'est vrai que j'aurais du mal à comprendre qu'en post-vaccination, des gens qui ont un Covid long post-autre variant et une poussée d'anosmie. Ah ben ça, je ne peux pas te dire si ceux qui ont fait une poussée d'anosmie avaient eu tel ou tel variant. Ouais, ça faudrait regarder. Théoriquement, ça devrait être que des patients de la première vague. Ouais, c'est ça que tu veux dire. Ouais. Ouais. Non, je pense que ces gens qui ont des poussées, ils doivent avoir une inflammation qui persiste dans les organes qui correspondent aux signes de Covid long. Le fait d'avoir l'immunité, les anticorps et la réponse cellulaire, donne une poussée d'inflammation dans cette région transitoire. Alors c'est embêtant, c'est quand c'est des myocardites et des péricardites. Donc avant, moi je demandais à tous mes patients de se faire vacciner en urgence. Maintenant, je fais quand même attention qu'ils n'aient pas une myocardite ou péricardite évolutive. C'est pas la peine de leur donner une poussée supplémentaire. Il faut être à distance. Wissem, vas-y.
Merci pour votre présentation. Ma question, c'est par rapport au Covid long chez les patients immunodéprimés. Est-ce qu'il y a plus de risques d'avoir des symptômes en rapport avec le Covid long chez ces patients immunodéprimés, en l'occurrence les patients infectés par le VIH? Et ma deuxième question, c'est par rapport à l'hyperréactivité bronchique suite à une infection SARS-CoV-2. Est-ce que c'est considéré comme étant des symptômes en rapport avec un Covid long ou c'est considéré comme des séquelles de cette infection SARS-CoV-2? Mais je commence par la deuxième question, donc ça, on ne sait pas. On ne sait pas si c'est des séquelles ou si c'est lié au Covid long. Mais ce n'est pas extrêmement fréquent, hein, l'hyperréactivité bronchique. C'est à dépister, et puis parce que surtout, on peut améliorer les patients. Mais ce n'est pas forcément des patients qui ont eu une atteinte pulmonaire sévère. Hein. C'est peut-être un terrain allergique qui... Oui, c'est ça que je n'ai pas dit aussi, parce que ça n'a pas encore été publié, c'est qu'il y a un terrain spécifique chez ces patients Covid long. Il y a beaucoup d'allergiques et, disons, 50% des sujets Covid long ont un terrain atopique et 14% ont un terrain auto-immun personnel ou familial. Beaucoup de patients, si vous cherchez, vous allez trouver un lupus dans la famille, psoriasis, thyroïdite, etc. Donc, on a l'impression que c'est des gens qui hyper réagissent, mais pas bien, quoi, de façon TH2 au lieu de faire TH1. Et pour ta première question, les patients immunodéprimés ne sont pas plus à risque de Covid long. Non, ça c'est très curieux. On dirait au contraire que ceux-là ne font pas d'inflammation. Ils sont à risque de persistance virale, mais enfin, pour l'instant, ce n'est pas encore publié. Hein. Je sais que j'en ai discuté récemment avec les transplanteurs qui sont vraiment intéressés par ce sujet. Il y a 2 étrissants dans la salle, donc oui. Allez-y ensuite, professeur Bouzoua, il y a une question. Eh bien, c'est-à-dire que il y a l'immunité adaptative et l'immunité innée. Je crois que l'immunité innée, on va trouver beaucoup de choses. Déjà, tu vois, l'immunité innée pour le Covid sévère, elle est très impliquée. En fait, hein, tu as des gens qui ont des déficits en interférons. Eh bien, j'ai l'impression que les Covid longs, c'est un peu ça. C'est des sujets, c'est pas forcément le déficit en interférons et les anticorps anti-interférons, encore qu'il faut le chercher. Mais c'est peut-être des gens qui répondent de façon allergique, mastocytaire, etc. Et au lieu de faire une réponse focalisée sur le virus, avec des bons anticorps neutralisants, etc. Donc on a des gens qui ont une réponse immune correcte, à peu près la moitié, mais il y en a qui ont une réponse mauvaise. Voilà. Donc ça, il y a plusieurs grosses études sur des milliers de patients financés au NICE en Angleterre là-dessus. Oui. Voilà. Merci. Bonjour, docteur Salmon. Je sais que vous êtes la référence en France pour ce syndrome. J'étais, maintenant ça va. Il y a quelqu'un d'autre qui prend la place. Non, c'est pas... Non, c'est que je veux dire maintenant, les gens y croient. Et donc, il y a plusieurs collègues et chercheurs, même à l'Institut Pasteur, qui s'associent sur cette recherche. Nous aussi, avons commencé à instaurer cette consultation depuis au moins peut-être 6 mois. On a 200 malades maintenant. Nous devons reconnaître quand même que notre série est un petit peu biaisée. Pourquoi? Parce que nous ne recevons que les malades que nous avons hospitalisés. Et donc, les malades ambulatoires, ceux chez qui la Covid ou le Covid a bien s'est passé sans problème, on n'en sait rien. Et puis, on n'a pas d'enfants, puisqu'on ne s'occupe que d'adultes. La première question qui me vient à l'esprit, alors que les variants circulent maintenant, quand on revoit ce patient qui est sorti d'une Covid ou d'un Covid, vous voyez que je ne donne pas ni masculin ni féminin. L'académie dit c'est une Covid et l'usage fait que ça doit être au masculin. On ne sait pas maintenant. Hein? Il est entre les Alors, le mieux serait ce que j'ai proposé au mois de mai, parler de Covidos. Bien, je ferme la parenthèse. Est-ce que ce n'est pas un bon réflexe de demander une deuxième RT-PCR automatiquement, systématiquement? Première question. Deuxième question, dans notre petite expérience, nous avons vu également des malades qui viennent pour aménorrhée secondaire. L'appareil de reproduction n'a pas été, je vais dire, décrit dans la baisse de la libido aussi. Ça a été décrit également. L'autre question, c'est concernant les troubles métaboliques. Est-ce que vous en voyez
hypoglycémie, hyperglycémie, des thyroïdites aussi, subaigus. Alors, une grande question qui me laisse un petit peu perplexe, on parle encore d'anosmie dans un post-Covid à 6 mois. Quand on revient à l'anatomie, les papilles de la langue régénèrent au bout de 10 jours. C'est physiologique, c'est l'état naturel des choses. Pour le nez, ça met un peu plus de temps pour l'olfaction. Alors, comment se fait-il qu'il y ait de l'anosmie ou une reprise pas de l'anosmie, mais de la dysgeusie des mois après? C'est une grande question également. Et puis, dernière question, est-ce que vous avez l'expérience de l'EMDR, l'eye movement, etc. Les collègues connaissent cette technique de sensitisation, un reprocessing. Et puis, dernière chose, j'ai oublié, c'est la TDM thoracique que je n'ai pas vue ici. Est-ce que c'est systématique ou pas? Voilà, merci. Dominique, si tu peux faire tes réponses courtes parce qu'on a déjà 1h30 de retard. Bon, alors pour les examens biologiques, on observe des petites anomalies, mais ce n'est pas forcément la peine de les regarder chez tout le monde. Il faut mieux faire un truc ciblé selon les symptômes. Si vous faites une grande liste d'examens, vous allez observer des petites anomalies du bilan hépatique, une ferritine un peu augmentée, des CPK un peu augmentés, des anticorps antinucléaires, souvent élevés, mais sans anticorps anti-DNA. Mais il faut que vous fassiez, je ne sais pas, 50 examens pour voir des petits trucs. Donc, c'est plus moi, je pense que ce n'est pas la peine. Il faut faire des choses orientées selon les symptômes. Et effectivement, parmi ces choses orientées, chez les gens qui font des malaises, recherchez l'hypoglycémie. On trouve de l'hypoglycémie, on trouve des thyroïdites avec soit des hypos, soit des hyper. On trouve des déficits en cortisol. Alors ça, c'est souvent les gens qui ont eu des corticoïdes pendant la phase aiguë. Et on trouve, qu'est-ce qu'on trouve encore? Bon, des cryos, ça je vous ai dit. Voilà, ça c'est pour la bio. Après, pour la dysgeusie, ce qui est bizarre, c'est qu'en post-Covid, la dysgeusie, c'est un goût métallique dans la bouche. Or, je pense que c'est une atteinte plutôt du tronc. C'est pas la même dysgeusie qu'au moment du Covid. Et l'anosmie, c'est souvent une inflammation qui persiste au niveau du bulbe. C'est encore autre chose. C'est pas le même mécanisme. Et encore quoi comme question, excusez-moi? Oui, la TDM, pas systématique. S'il n'y a pas du tout d'hypoxie, s'il n'y a pas de dédimère et que j'ai un syndrome d'hyperventilation évident, je ne demande pas. Ou dans un second temps. J'essaye. Avant, on faisait tout. Mais là, maintenant, plus ciblé. Je crois que finalement, c'est de la médecine de bon sens. C'est un peu complexe parce que la consulte est très longue. Il faut, voilà, ceux qui ont une formation de médecine interne, c'est vraiment bien, quoi. C'est plus facile. Mais sinon, voilà, c'est comme ça qu'on fait. Là, je pense que... Oui. J'ai pas d'expérience, c'est une bonne idée. Je pense que ça, c'est des choses à tester. On a pris trop de retard, donc je pense que on va s'arrêter là. D'accord. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions on aurait aimé poser, mais bon là, malheureusement, on doit s'arrêter. Merci beaucoup, Dr Salmon. Donc, et merci à tous les orateurs, c'était passionnant. Et on redit à ceux qui nous suivent à distance là que ça va être disponible pour écouter à tête reposée. Et tout était dans les topos finalement. Donc on peut tout comprendre a posteriori. Et à tout à l'heure pour ceux qui seront là cet après-midi.